Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ici ça va super, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo où on va parler de stabilisation en vidéo. Mais juste avant ça, intro. Donc, en vidéo, il faut savoir qu'il y a 3 paramètres qui sont hyper importants quand on veut produire une vidéo et du contenu de qualité. Le premier, ce sera la lumière, le deuxième, le son, et la troisième, la stabilisation. Sans ces 3 paramètres-là, ce sera très compliqué de produire du contenu qualitatif et qui soit agréable à regarder. Aujourd'hui, on va vraiment faire le focus sur les outils de stabilisation qui sont à notre disposition, ceux que j'utilise, ceux que je n'utilise pas, pourquoi et dans quel contexte. Le premier moyen de stabiliser une vidéo, et je pense qu'il est connu de tous, c'est l'utilisation d'un trépied ou d'un monopode, et donc on aura ce qu'on appelle un plan fixe. Ici, moi j'ai mon trépied ici qui est équipé d'une tête vidéo, une rotule, on appelle ça une tête fluide. Et donc vous avez une résistance à l'intérieur qui permet de faire des pannes, donc gauche-droit très fluide, ainsi que haut et bas. Selon moi, c'est la meilleure façon de stabiliser un plan, mais qui ne s'utilise pas dans toutes les situations. À partir du moment où on est posé par terre, donc en plan fixe, on n'aura pas ces petits mouvements haut ou bas qu'on peut retrouver, que ce soit avec un stabilisateur type gimbal ou filmé à main levée. Maintenant, donc son utilisation est pertinente quand on fait comme ça du face cam, de l'interview, si on veut faire un plan paysage, mais ce sera très contraignant quand on est dans un univers qui n'est pas maîtrisé. Par exemple, si on est en train de suivre une personne qui est en train de réaliser une action, ce sera très difficile, en tout cas de pouvoir la suivre avec le trépied, parce qu'à chaque fois, il faut l'avancer, le repositionner, régler la hauteur, donc ça demande quand même beaucoup de temps. Là où l'utilisation est pertinente, ce sera essentiellement en studio ou dans des univers qu'on sait totalement contrôler. Par exemple, la pub San Pellegrino ou pour Duvel que j'ai fait le mois passé. Je vous mets le lien ici. Voilà, là j'ai beaucoup utilisé le trépied parce que on a pris le temps vraiment de poser les plans. On savait ce qu'on allait faire au préalable, mais quand on est dans une utilisation plus improvisée, plus run and gun comme on l'appelle, le trépied c'est vraiment pas votre ami et voilà, il faudra penser à d'autres façons de stabiliser ces plans. Afin d'être beaucoup plus mobile dans sa façon de filmer et d'être, comme on appelle, comme je vous l'ai dit avant, run and gun. Donc run and gun, c'est voilà, on prend son boîtier, il y a quelque chose qui se passe, on filme et puis voilà, en avant. Il y a cette façon de filmer qu'on appelle à main levée, donc sans aucun appareil. Et pour ça, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ici, mon premier boîtier, le Sony Alpha 6400, n'a pas de capteur stabilisé. Couplé à une optique comme ici le Tamron 35 mm qui n'est pas stabilisé non plus, on a quelque chose de très compliqué à stabiliser si on veut faire des plans à main levée. Donc vous pouvez voir ici sur les plans d'illustration, c'est très compliqué de ne pas avoir une image un peu checky. En revanche, ce qu'on peut utiliser, c'est une optique comme celle-ci, donc ça c'est le Sony 18-105 qui elle est stabilisée. Du coup, ça va permettre d'avoir des plans beaucoup plus stables si on n'a pas de capteur stabilisé comme ici. Donc, afin d'assurer une meilleure stabilisation de votre boîtier, un conseil que je peux vous donner, c'est de le prendre sur le grip, l'autre main ici en dessous, près de l'objectif pour le soutenir, et de venir poser les bras contre le corps, de manière à vraiment pouvoir réduire les tremblements. Si vous le tenez à bout de bras comme ça, ce sera juste impossible parce que personne ne sait rester comme ça sans bouger, sans trembler. Tandis que si on vient se caler comme ça ici, on a déjà 2 points beaucoup plus fixes. Et alors, si on veut aller encore plus loin, ça c'est une petite technique qui fonctionne bien si vous avez un couple pas stabilisé, donc pas de capteur, pas d'objectif. Vous passez la sangle autour du cou et donc vous tirez au max. En fait, ça fait un 3e point de contact ici au niveau du dos, et au niveau de la nuque, pardon. Et donc, ça vous permet de faire des plans qui sont beaucoup plus stables, dû à au 3e point de contact derrière vous. Donc ça, c'est une option si jamais
on ne dispose pas forcément d'un capteur et d'une optique stabilisée. Et cela n'empêche, si on a un capteur et une optique stabilisée, on peut quand même coupler cette technique-là pour avoir des plans beaucoup plus stables. Ce qu'il est possible de faire également, c'est de venir accessoiriser son boîtier. Donc par exemple, ici l'ajout d'une poignée latérale. Moi personnellement sur l'A7C, j'en ai mis une de chaque côté. Ça permet en fait de répartir les micro-vibrations que vous pourriez donner au boîtier en le tenant directement. Ici, la poignée va permettre d'encaisser un petit peu certaines des vibrations et d'avoir quelque chose d'encore plus stable. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et de manière générale, plus vous aurez du poids dans les mains et plus vous pourrez stabiliser facilement en fait. Quand on a quelque chose de très léger, on a tendance à bouger beaucoup plus, que plus c'est lourd et plus vous pourrez garder un horizon droit parce que vous allez devoir le tenir beaucoup plus fort. Donc toujours, encore une fois, les mains le long du corps et ça permet d'avoir une utilisation beaucoup plus souple et stable dans beaucoup de situations que vous allez rencontrer. On arrive ensuite au capteur stabilisé et optique non stabilisé. Donc là, en l'occurrence, c'est mon Sony Alpha 7C qui est en train de me filmer là maintenant. Mais vous allez voir sur les bandes démo que j'ai filmées cet après-midi. On va commencer d'abord avec le couple capteur stabilisé, optique non stabilisé. Et ensuite, vous verrez capteur stabilisé avec optique stabilisée également. Et là, vous verrez qu'on a quelque chose de très efficace en termes de stabilisation. Donc selon moi, l'avantage d'utiliser ce genre de setup, ça permet en fait d'être beaucoup plus réactif à tout point de vue. Donc si vous voulez changer d'optique, il n'y a pas de souci. Ce ne sera pas comme avec un stabilisateur dont on va parler juste après. Raison pour laquelle en fait je suis en train de changer ma façon de travailler pour être beaucoup plus réactif en fonction des scènes et des moments qui se passent. Vous verrez donc qu'ensuite qu'avec un gimbal, on a beaucoup plus de contraintes en termes d'équilibrage. Maintenant, la stabilisation sera beaucoup plus efficace ici avec un stabilisateur gyroscopique plutôt qu'à main levée. On sera beaucoup plus souple dans notre manière de travailler en utilisant plutôt une caméra à main levée. Alors après, on en arrive au gimbal, donc le stabilisateur gyroscopique, qui ici est selon moi la façon la plus efficace pour stabiliser un plan de façon mobile. Donc pour tout ce qui sera travelling suivi de personnes, on peut marcher, on peut courir, ça marche vraiment super bien en fait. Donc il y a 3 moteurs, 1, 2 et 3, qui vont compenser toutes les micro-vibrations qu'on pourrait avoir quand on se déplace et quand on effectue des mouvements. Sauf le mouvement haut-bas, en fait. Celui-ci ne sera pas compensé. Donc il faut apprendre à s'en servir aussi pour essayer de nouveau les bras le long du corps et vous avancer comme ça en essayant. On doit faire ce qu'on appelle la marche de ninja, donc c'est vraiment talon-pointe, talon-pointe. Vous voyez, pour encaisser un maximum de choc et éviter en fin de compte de bouger comme ça, quoi. Il faut vraiment essayer de garder un horizon bien droit. Et donc ça s'apprend, c'est une petite prise en main, mais sinon c'est le plus efficace selon moi. Alors pourquoi ne pas travailler uniquement au gimbal? Eh bien la raison elle est simple, c'est que pour pouvoir avoir une stabilisation optimale, il faut ce qu'on appelle l'équilibrer. Donc ici il est encore équilibré de mon tournage d'hier, je pense. On va regarder. Vous voyez, quand les 3 axes sont déloqués, il tient tout seul. Et donc ça veut dire qu'il est globalement équilibré. Bon, il y a la sangle en plus, ça il n'y avait pas hier, mais voilà. Donc en gros, si vous voulez, je vous montre vite fait comment est-ce que ça s'équilibre, pour que vous voyez un petit peu le truc. Donc je vais changer d'optique. On va mettre celui-ci. Hop. Donc toujours bien enlever le cache, il faut que le stabilisateur soit dans son état final. Donc si vous devez mettre un filtre, vous mettez un filtre avant pour ne pas changer le centre de gravité en fait. Donc hop. Bon, ça peut vite prendre du temps malgré tout, vous allez voir. Donc on fait le premier balançage ici de l'avant, pour qu'il puisse tenir comme ça. Après
celui-ci pour qu'il puisse tenir en l'air. Donc là on vérifie si on est toujours bon, là on est plus bon. S'il part en arrière, il faut l'avancer un petit peu. Bon, je vous avoue, la première fois c'est vraiment galère et puis ensuite on commence à attraper le coup et ça va relativement vite. Là, il faut aller un peu par là, encore un peu, voilà. En gros, le troisième, souvent, il reste bon. Regarde, voilà, il faut le reculer encore un petit peu, par ici. Voilà, donc ici, il est équilibré. Il faut faire ça entre à chaque changement d'objectif, sachant qu'il y a un câble qui va du boîtier au stabilisateur, il y a un câble qui va du boîtier à l'écran externe, que j'ai ici qui est en train de me filmer aussi. Si vous avez un micro, il y a un câble qui va au micro, donc il faut virer tout ça, et c'est vite l'enfer en fait. Et ça prend un temps fou, et quand on est sur des prestats pro, ou même privés, mais qu'on n'a pas forcément le temps, c'est vite contraignant. Donc on pourrait se dire, bah oui, mais alors il suffit d'utiliser des zooms, par exemple, comme ici, le 18-105, lui, couplé à un gimbal, il est juste merveilleux dans le sens où le zoom est interne. Par contre, l'optique qui est en train de me filmer, c'est le Tamron 28-75, où là on a un zoom où le fût sort, il se déporte en fonction de si on est à 28 ou 75. Donc entre les deux, ça va s'allonger. Du coup, ça va déporter le centre de gravité, et le gimbal devra soit compenser s'il y arrive, sinon ben voilà, il faudra refaire un équilibrage. Donc c'est quand même vachement contraignant, et parfois quand on est sur tournage, on n'a pas toujours le temps. À côté de ça, vu que vous avez des plans qui sont ultra stables, c'est parfois un petit peu, comment dire, un petit peu trop stable. Alors je vous disais avant qu'on cherche la stabilisation, mais parfois quand ça semble trop mécanique, qu'on a vraiment que des plans ultra rectilignes et tout, ça enlève un petit peu de vie. Tandis que si on a des plans filmés à la main, ce sera un petit peu plus organique, et on aura l'impression d'avoir plus de vie dans ce qu'on a filmé. Donc vous voyez qu'en fonction des situations, on peut privilégier tel ou tel type de stabilisation. Le tout, je pense, est de les connaître et puis de les maîtriser un petit peu, parce que filmer à main levée, c'est pas évident au début. Le gimbal, c'est pas évident non plus au début, mais voilà, avec la pratique, ce sont des choses qui viennent très vite. Et voilà, il faut juste savoir à quelle situation correspond quel usage. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous faisais aussi cette petite vidéo, pour que vous puissiez un petit peu voir tout ce qui était possible de faire en stabilisation d'image. En plus de ça, il existe d'autres types de stabilisation que je n'utilise pas, que je n'ai même jamais utilisé. Il y a par exemple le rig épaule, donc comme vous pouvez voir sur la photo. Donc ça c'est un équipement qui vient se mettre sur l'épaule, et on en arrive encore une fois au troisième point d'appui en fait. Donc vous avez les deux bras et l'épaule. Donc là on aura quelque chose de très très stable aussi, qui va même empêcher les hauts et bas. Je pense qu'il faut quand même apprendre un petit peu à le prendre en main, mais ça me semble quand même relativement efficace. Après vous avez le Steadicam et puis les stabilisateurs de cinéma, où là on arrive dans des budgets qui sont, voilà, c'est plus du tout les mêmes budgets ni les mêmes usages. Et comme vous pouvez voir sur la photo ici, je me vois mal arriver chez un client comme ça pour une presta comme je fais actuellement. Mais c'est des choses qui fonctionnent du tonnerre. Maintenant, voilà, comme je vous dis, c'est pas vraiment les mêmes budgets ni les mêmes besoins. Donc après, il existe aussi ce qu'on appelle la stabilisation numérique, qui va se passer en post-production, où là on a l'opportunité, moyennant un recadrage dans l'image, de stabiliser ces plans numériquement. Donc ça, je vais vous montrer aussi quelques petits samples à titre d'illustration. Donc en fait, ça c'est le logiciel qui va déterminer en fonction du mouvement de caméra, c'est souvent sur les hauts-bas, la dimension qu'il va devoir recropper dans l'image. Donc fatalement, on va perdre un petit peu en qualité vu que l'image va être recadrée. Mais ça peut nous sauver si jamais on a un plan qui était un peu trop shaky au moment de la prise de vue. Malgré tout, toujours privilégier d'avoir des prises correctes et propres pour se faciliter la tâche en post-production. La post-production, c'est un outil, mais ça ne doit pas être non plus voilà, le filet de sécurité, et de se dire c'est pas grave si mon plan est mal cadré, si mon plan est mal stabilisé, j'ai encore la post-production derrière. L'idée, c'est vraiment de privilégier
une prise propre, que ce soit en photo ou en vidéo. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle les différents framerates. Donc la norme au niveau du cinéma, c'est de tourner en 24 images secondes. Ici en Europe, on est sur du 25 images secondes. On a des boîtiers qui permettent de faire du 50 images secondes, 100 images secondes, voire même plus pour certains. Moi, ça s'arrête à du 100 images secondes. Donc 50 images secondes, on peut ralentir 2 fois. 100 images secondes, on peut ralentir 4 fois. C'est-à-dire que si on a un plan, je vais prendre ça ici, un plan qui bouge un petit peu comme ça, donc ralenti x2, ça bougera déjà beaucoup moins, et ralenti x4, ça bougera encore moins. Et donc ça, c'est une possibilité aussi de pouvoir corriger un petit peu le tir en fonction de la stabilité de votre plan au départ. Maintenant, faire une vidéo uniquement en slow motion, ça va être quelque chose de très difficile à regarder parce que ça va sembler très lent et figé. Ça peut être intéressant, c'est des effets qui sont sympas, mais il faut le mixer avec les différents framerates, donc du 25, 50 et 100 éventuellement. À titre personnel, j'ai tendance à filmer essentiellement en 25 et en 50. Sauf si je fais par exemple du pack-shot produit, où là je vais faire du 100 pour faire vraiment de gros ralentis. Mais voilà, privilégier aussi des scènes qui sont à vitesse normale pour pouvoir créer un certain dynamisme dans vos plans. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et me laisser un commentaire, parce que c'est toujours agréable et sympa de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque sortie de nouvelles vidéos. Et sinon, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!